La lutte contre le sida représente un défi majeur au Sénégal. Autorités administratives et médicales, organisations de la société civile, leaders communautaires et partenaires techniques et financiers s'activent ensemble pour empêcher l'évolution de cette pandémie aux remèdes jusque-là introuvables. Créée en 1994, l'Alliance nationale contre le sida, leader de la réponse contre le VIH au Sénégal, est un organe de liaison de l'Alliance internationale contre le VIH-Sida. Je dirais donc que c'est une organisation leader de la société civile luttant contre le VIH-Sida, mais qui a élargi son domaine d'action sur les problèmes de santé publique, mais également sur la question des droits humains liés à la santé et sur la gouvernance. L'Alliance nationale contre le sida reste fidèle à sa mission, qui est également d'encadrer les organisations de la société civile au plan institutionnel, au plan organisationnel et au plan technique. Sa mission, c'est de renforcer à travers des actions nationales, internationales, pour coordonner les interventions de la société civile, mais également pour amener les organisations à être des acteurs connectés au système de santé. L'objectif de l'ANCS est de contribuer à réduire l'expansion du VIH, de relever les défis que pose le sida et de plaider pour un environnement favorable à la prise en charge des couches hautement vulnérables. Pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, et l'accès universel à la prévention, aux soins et aux traitements, le Sénégal a élaboré plusieurs plans stratégiques. 2006-2011, 2011-2015 et la dernière 2014-2017. Beaucoup de stratégies innovantes que nous allons développer. Les questions sur la bonne gouvernance, les questions sur le leadership, les questions sur la promotion de la santé avec une approche de droits humains sont importantes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de santé sans pour autant mettre au cœur de cette réponse-là les questions de droits humains. C'est pris en compte dans le plan stratégique de l'ANCS. La promotion de la prise en charge est également prise en compte, mais également l'intégration même de la question du VIH dans les autres problématiques de santé. Parce que l'évolution de la réponse a montré que nous n'avons plus le droit de rester cloisonnés sur le VIH. Les ressources financières ne nous le permettent plus, mais également la facette de la réponse elle-même ne le présente pas. Au Sénégal, la riposte au VIH-Sida a été précoce. Elle s'est organisée dès le diagnostic des premiers cas de sida. Des résultats considérables ont été obtenus dans la réponse au VIH-Sida du fait de l'engagement politique au plus haut niveau, celui des experts, des acteurs gouvernementaux, du secteur privé, des communautés, des ONG, des PVVIH et des partenaires au développement. Cette situation explique en partie la prévalence relativement faible de 0,7% au niveau de la population générale. Cependant, l'épidémie de VIH-Sida au Sénégal est de type concentré avec un taux particulièrement élevé chez certains groupes considérés comme hautement vulnérables et à haut risque. Chez les travailleuses du sexe, le taux se situe entre 19,8 et 29% selon les régions. Et chez les hommes ayant des relations avec des hommes MSM, il se situe aux environs de 21,8%. Il faut noter une féminisation de l'épidémie marquée par un ratio d'infection femmes-hommes de 1,6% et une concentration de l'épidémie dans certaines régions du Sud, notamment celle de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, qui dépasse la moyenne nationale. Dernière enquête, le DS4, on était déjà à plus de 2,4% de prévalence. Et à l'ED5, on est à 1,1%. Donc ça veut dire que, n'est-ce pas, des efforts considérables ont été faits, ce qui atteste, n'est-ce pas, de ces indicateurs qui sont vraiment encourageants. Et même si nous prenons les données sanitaires par rapport à la PTMO aussi, au lieu de 2,2%, actuellement nous sommes presque à 0,6%.
7,6%. Donc vraiment, c'est dire que des efforts sont en train d'être faits en matière de lutte contre le VIH. Et vraiment, nous sommes arrivés à avoir ce résultat-là, c'est parce qu'il y a cette implication, il y a cette collaboration, n'est-ce pas, entre tous les secteurs, et en particulier, n'est-ce pas, la société civile représentée, n'est-ce pas, par la NCS. La prévalence de la région de Sédhiou tourne autour de 1,1%. Le district de Bounkiling fait partie de la région de Sédhiou, mais c'est lui qui a beaucoup plus, en fait, de sujets infectés par rapport au VIH. Donc jusqu'en 2012, donc, la proportion des personnes vivant avec le VIH tournait autour de 5 à 6%. Jusqu'à ce qu'on commence à avoir des partenaires, qu'on puisse mettre en place l'association des PVH avec le CNLS qui nous aidait un peu à travers l'UAR. Et ensuite, l'ANCS est venue. Donc c'est à ce moment-là qu'on a senti au moins, on commence maintenant à avoir de meilleurs résultats. N'eût été même la contribution de la société civile quand même, la zone sud aurait maintenant des taux de prévalence beaucoup plus élevés. Parce qu'il fut des temps quand même, il y a quelques années en arrière, on avait dépassé les 2%. Alors que maintenant, officiellement, dans la région de Sédhiou, nous sommes à 1,1%. Même si la prévalence diffère d'une zone à une autre. Pour ce qui est de Goudomp quand même, c'est un district qui est frontalier avec la Guinée-Bissau, ce qui veut dire que c'est pour cela que ce n'est pas facile de contrôler l'épidémie. C'est pour cela que nous saluons donc la présence de la société civile comme la NCS qui intervient au niveau de Simbandi Brassou en contractualisant avec des OCB, des organisations communautaires de base, qui intervient aussi dans le Mangarungu avec une autre OCB et qui œuvre dans le cadre de la prise en charge TB-VIH. Donc ça aussi c'est important parce que la mortalité maintenant la plus élevée, ça provient des gens qui souffrent et du VIH et de la tuberculose. Dans la dernière enquête complète réalisée, l'enquête EDS, la région de Kolda a une prévalence de 2,4%. Nous le disons habituellement, c'est la prévalence dans la région de Kolda, mais nous n'avons pas encore assez d'éléments pour certifier que c'est la prévalence de la région de Kolda. La région de Kolda partage 3 frontières internationales. Le département de Vélingara est frontalier avec la Guinée-Conakry. Le département de Médina Yoro Foulah est frontalier avec la Gambie. Le département de Kolda est frontalier avec la Guinée-Bissau. Nous savons d'une part que tous ces États n'ont pas exactement la même approche en termes de politique de lutte contre le VIH/SIDA, d'une part, et que d'autre part, nous ne sommes pas au même niveau de performance, ni technique, ni technologique en termes de lutte contre le VIH/SIDA. La nouvelle région de Kédougou connaît une prévalence élevée. Avec un taux de prévalence de 1,7%, la situation est préoccupante et l'ensemble des acteurs de la région sonnent l'alerte. La région de Kédougou, depuis les dernières enquêtes de 2010-2011, nous donne une prévalence de 1,7, donc derrière Kolda. Donc c'est la deuxième région sur le plan donc, de la prévalence qui est quand même élevée. Nous sommes frontaliers à 2 pays, le Mali à l'est et la Guinée-Conakry au sud. Cette position géographique ajoutée à l'avènement de l'or qui ont fait que Kédougou est l'objet d'une attraction dans toute la sous-région ouest-africaine. Pas moins de 13 nationalités travaillent dans les sites d'orpaillage traditionnels. Ça crée tellement de mutations de divers ordres, d'ordre environnemental, d'ordre socioculturel et naturellement avec un impact fort sur le plan sanitaire, dans le mauvais sens naturellement, un impact négatif sur le plan sanitaire. Cette situation a fait que le VIH/SIDA a explosé dans la région de Kédougou. Nous avons fait aussi ce qu'on appelle l'analyse de la cartographie régionale de vulnérabilité de la région qui a montré les facteurs de vulnérabilité en termes de genre, mais aussi en termes de groupes plus exposés. Et tout ceci, c'est des pistes que nous devons utiliser pour apporter la réponse adéquate. Donc, depuis 2011, un des points saillants de l'intervention de la NCS, c'est d'abord par rapport
à sa forte contribution pour la solution de la rupture des préservatifs dans la région. Avec l'appui de la NCS et de FHI et de KEO, l'ONG, nous avons mis en place un dépôt régional de stockage des préservatifs. La société civile est en train de jouer un rôle très important dans le cadre de la lutte contre le VIH. Et à ce niveau-là, la NCS ainsi que ses sous-récipiendaires ont eu à développer d'importantes activités permettant en fait, de réduire en fait, les menaces ou bien les cas possibles de sida. La NCS, dans sa réponse à la pandémie du VIH-Sida, est appuyée par différents partenaires que sont l'Alliance internationale, FHI 360, le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Le programme de l'Alliance internationale, qui est l'organisation mère, est composé de plusieurs axes. Il s'agit du volet African Regional Programme, ARP, qui cible les populations à haut risque sur l'ensemble du territoire national. L'autre volet de ce programme concerne les usagers de drogues injectables. Concernant le programme FHI 360 du programme santé de l'USAID, il faut noter deux volets, TB-VIH et genre VIH. Pour tous ces programmes cités, de même que celui du Fonds mondial, différentes composantes sont mises en œuvre au niveau programmatique. Nous travaillons beaucoup sur les activités de prévention, de prise en charge, mais aussi nous faisons de l'accompagnement en ce qui concerne le traitement et aussi tout ce qui est lot comme appui médical et social, notamment des personnes vivant avec le VIH. Nous avons d'autres stratégies de prévention comme la BTME, la prévention de la transmission mère-enfant. Nous développons beaucoup d'activités de plaidoyer aussi, mais aussi un lot important d'activités de renforcement des capacités des organisations communautaires. Le modèle d'intervention de l'ANCS et ses stratégies sont des stratégies qui sont alignées au plan stratégique national. En 2005, l'ANCS a été sélectionnée suite à un appel d'offres comme récipiendaire principal du programme Fonds mondial. Le but du programme Fonds mondial est de contribuer à la réduction du taux de prévalence dans la population générale et de participer à l'amélioration des conditions de vie des PVVIH, de leurs familles, des groupes vulnérables, MSM, TS et des usagers de drogues injectables, UDI. Il est extrêmement important aujourd'hui, compte tenu du contexte épidémiologique du Sénégal, de cibler ces groupes-là hautement vulnérables afin de faire en sorte que l'épidémie ne puisse pas prospérer dans la population générale. En ce sens, ces groupes en fait constituent le noyau de l'épidémie et il est important de tisser un filet de sécurité autour de ces groupes-là pour que l'épidémie ne flambe pas au niveau de la population générale. En vue de mieux évaluer la pertinence des interventions, l'ANCS s'est inscrite dans une démarche recherche opérationnelle. Au départ, c'était beaucoup plus, on mettait l'accent sur le suivi, donc le suivi de nos programmes, voir par rapport à ce qui est planifié, est-ce que réellement par rapport à l'exécution, est-ce que ça corrobore ce qui a été décliné. Mais maintenant, la recherche occupe une place importante dans nos activités. Ça nous permet d'interroger le fonctionnement de nos programmes afin d'y apporter des mesures correctrices. Tout cela, c'est pour avoir beaucoup plus d'impact par rapport aux performances et également avoir de l'efficience dans tout ce que nous faisons. L'Alliance nationale contre le sida au Sénégal dispose d'une équipe qualifiée et d'un système fiable de management de ressources humaines et financières. Nous pouvons dire que l'ANCS, à travers ses programmes, dont le plus important, manage plus d'une vingtaine d'ONG nationales qui mettent en œuvre des programmes sur l'ensemble du territoire du Sénégal. Ce dispositif nécessite également la mise en place d'un certain nombre de mécanismes qui permettent d'avoir une meilleure harmonisation, notamment dans le cadre de la remontée des informations financières. C'est dans ce cadre que l'ANCS a initié un certain nombre d'initiatives qui aujourd'hui ont permis d'arriver à une certaine harmonisation des pratiques dans la justification des finances, que ce soit dans la remontée de l'information financière, avec les mêmes outils avec lesquels ces organisations travaillent.
Et je peux citer les outils harmonisés de justification des dépenses, les outils, le guide des bonnes pratiques sur le contrôle interne et un ensemble d'initiatives que l'ANCS en tout cas prend afin d'avoir une meilleure gestion financière des ressources qui sont mises à la disposition par les partenaires. Dans le cadre de ces interventions, l'ANCS a choisi la stratégie du faire-faire. Ainsi, différentes organisations et sous-récipiendaires interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du programme Fonds mondial sous l'entière responsabilité de l'ANCS, qui est le récipiendaire principal pour le compte de la société civile au Sénégal. Au niveau opérationnel, l'ANCS a signé des accords de subvention avec les sous-récipiendaires, organisations de la société civile, OCB, ONG qui ont la charge de réaliser les activités prévues dans le plan de travail. Au bas de l'échelle, les sous-récipiendaires liés aux sous-récipiendaires sont les acteurs à la base qui ont la charge de dérouler les activités sur le terrain. D'un point de vue général, les trois dimensions de l'intervention sont la prévention-sensibilisation, le dépistage, la prise en charge médicale et psychosociale. La prévention. Les formes de prévention les plus courantes sont IEC, Information, Éducation, Communication, APP, Approche participative de prévention, PTME, Prévention de la transmission mère-enfant, la prévention de la transmission sexuelle chez les jeunes, distribution à base communautaire de préservatifs. L'IEC concerne une intervention d'ensemble qui consiste à susciter chez les auditoires des changements de comportement ou d'attitude en utilisant une combinaison de techniques de communication souples et favorables à la participation. Les techniques les plus utilisées dans le cadre de ce programme sont la causerie éducative, les discussions de groupe dirigés, la visite à domicile, VAD, le counseling, la mobilisation sociale, le plaidoyer. La causerie éducative est l'une des techniques d'animation de groupe les plus utilisées qui consiste en un entretien interactif entre un ou deux animateurs et un groupe visant à sensibiliser ce groupe de personnes sur des sujets sensibles et ayant trait à la sexualité aux IST-VIH-Sida, les relations hommes-femmes. À Saint-Louis, APAS organise des causeries, ateliers, formations en direction de la cible adolescente à travers des jeux tels que la toile d'araignée qui explique la chaîne de contamination. Le thème développé aborde la conduite à tenir, le VIH-Sida, les pratiques socioculturelles et l'infection du VIH-Sida, la transmission mère-enfant. La discussion de groupe ou groupe de parole permet de renforcer la communication sur le VIH-Sida, comme le démontre cette rencontre de l'Association des relais communautaires polyvalents ARCP de Joal. L'approche participative de la prévention est animée par des associations leaders comme Londo Lolo, Étoile du Savoir à Sédhiou et AJD PASTEF à Fatick, qui regroupent des jeunes qui ne fréquentent plus l'école. Les jeunes sont répartis en groupes de réflexion sur les thèmes de l'abstinence A, la fidélité F, le dépistage D, la prévention P. La résolution finale des travaux donne la priorité pour se protéger, s'abstenir ou être fidèle. La prévention de la transmission mère-enfant. À ce sujet, des causeries sont organisées dans les centres de santé de Bokdiawé, dans la région de Matam, et à Rao, dans la région de Saint-Louis. Pour améliorer le niveau de connaissance du programme PTME, cette composante est mise en œuvre grâce à un partenariat ANCS, SOA Sénégal et ASBEF. La Fédération des associations féminines du Sénégal intervient dans la composante genre et VIH en organisant des causeries et en distribuant des préservatifs féminins. La prévention de la transmission sexuelle chez les jeunes, quant à elle, est assurée par l'ONG 3D et le GEP. 3D a pris en compte l'approche genre en initiant une causerie dans une école de couture sur des risques de relations sexuelles non protégées. Enda Santé, de son côté, intervient auprès des MSM et travailleuses du sexe. Alors l'activité principale en ce qui nous concerne, nous, c'est d'organiser des sorties, d'aller voir les travailleurs de sexe qui sont organisés sous forme de groupe
C'est d'abord un travail préliminaire qui a été fait par les monitrices, les animatrices, qui essaient d'organiser les travailleurs de sexe en petits groupes. Et périodiquement, 2 ou 3 fois par semaine, nous passons les voir dans les lieux qu'elles ont désignés elles-mêmes pour discuter un peu avec elles. D'abord, les interroger pour avoir une idée sur les connaissances qu'elles ont par rapport aux IST. Ensuite, de les examiner dans la clinique mobile, de voir si elles présentent des infections sexuellement transmissibles qui peuvent être prises en charge dans la clinique. Parce que nous disposons dans la clinique, vous pouvez vérifier d'ailleurs ici, de médicaments essentiels pour la prise en charge de ces IST-là. Donc l'activité essentielle, c'est de consulter ces travailleuses de sexe clandestine et les prendre en charge pour certaines infections sexuellement transmissibles. Le GEP travaille avec les clubs éducation pour la vie familiale EVF dans les lycées et collèges. Nous avons commencé un programme de sensibilisation et d'information avec l'ANCS dans le cadre du programme Fonds mondial. Nous avons enrôlé environ 130 clubs sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et depuis l'année dernière, nous avons donc commencé à faire des activités de sensibilisation et avec des indicateurs de proximité. Sur les 12 000 qui nous avaient été impartis, nous sommes allés jusqu'à 25 000 élèves Léa, ce qu'on appelle les Léa chez nous, leaders élèves et animateurs, ont été sensibilisés sur les différents éléments du sida. Dépistage. La prévention et la sensibilisation ont comme objectif principal le test du dépistage. Ce test est volontaire, anonyme et gratuit au Sénégal. Des centres de dépistage, il en existe même au niveau décentralisé, à l'image des CCD dans la région de Matam, à Tchadjaï dans la région de Thiès. Grâce à un partenariat ANCS SIDA Service, des milliers d'individus se font dépister dans les zones les plus enclavées. Une séance de dépistage se déroule en 4 phases. Counseling ou conseil pré-test, prélèvement, rang du résultat, conseil post-test. J'ai entendu parler d'une maladie appelée SIDA. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour faire le test de dépistage. Prise en charge. La prise en charge des PVVIH, au-delà de son caractère médical, recèle diverses autres implications, notamment psychosociales, socio-économiques et nutritionnelles. Alors, dans la prise en charge médicale, on commence par faire ce qu'on appelle un bilan pré-thérapeutique. Et dans le bilan pré-thérapeutique, ce que l'on recherche, c'est de voir si le foie est apte à recevoir les ARV, de même que le rein. Et ensuite, on regarde la charge virale en demandant le taux de CD4. On démarre ce qu'on appelle la prise en charge médicale avec les ARV. L'ANCS a signé une convention avec le Centre de traitement ambulatoire de Dakar pour faire bénéficier aux PV-VIH d'un paquet de services minimum. Hospitalisation de jour, hospitalisation longue durée, achat ordonnance, recherche de perdu de vue, etc. Quant à Aki Sénégal, elle intervient dans toutes les régions du pays avec ses associations partenaires. Ces interventions prennent en compte le renforcement de la prise en charge communautaire des personnes vivant avec le VIH-Sida, des orphelins et autres enfants vulnérables. Dans les régions centrales, méridionales, orientales, comme dans celle du Nord, les PVVIH se retrouvent en groupe de parole pour parler des difficultés auxquelles elles font face ou un repas communautaire pour un renforcement nutritionnel. Surtout à cause de ASS, ils nous ont vraiment soutenus. Parce que nous savons que je ne pensais pas qu'on allait avoir vraiment des retombées. Surtout avec les activités. Nous faisons des groupes de parole, nous faisons des visite à domicile, visite intra-hospitalière, et même des bilans et des ordonnances. Et ça m'a fait vraiment une chose de bien. Parce que c'était vraiment dur, surtout les gens des fois on avait quelques bilans pratiquement rien. Et le conseiller choc, c'est vraiment la pauvreté. C'est maintenant que ça commence à. Mais avant, c'était très très compliqué pour les gens. Mais actuellement, je le remercie, surtout à cause de l'ANCS, à Un des objectifs majeurs de l'ANCS est de renforcer les capacités organisationnelles, institutionnelles et programmatiques des associations et réseaux partenaires afin d'améliorer des réponses au VIH-Sida. Nous avons une équipe jeune, on se déploie sur le terrain, mais notre réussite aussi, il y a la main de l'ANCS.
qui sur le plan programmatique institutionnel nous appuie. Donc, sur ce plan, on n'a aucun problème. Les membres de notre association ont été capacités. Donc, qui dit capacitation, seulement il y a des forces qui sont là. Nous avons un personnel qui a été formé par l'ANSS pour nous permettre vraiment d'être très opérationnels sur le terrain. Si nous sommes devenus aujourd'hui cette association forte au niveau de notre localité, il y a eu la mainmise de l'ANSS. Parce qu'au début, en 2000, quand on se créait, on ne connaissait pas qu'est-ce que c'était un outil de gestion organisationnelle. Mais c'est un peu grâce à l'ANSS qui nous a administré des outils comme le diagnostic institutionnel participatif, comme l'analyse des capacités et qui nous a permis d'avoir des plans de développement organisationnel. Et à travers ces plans de renforcement organisationnel, à travers ces plans de renforcement institutionnel, nous en sommes venus à comprendre que voici la stratégie par laquelle on devrait passer pour être cette organisation forte-là. Et l'ANSS a beaucoup appuyé cela en nous donnant une certaine logistique, les premiers meubles de bureau. Le programme Association Leader est une stratégie de l'ANSS qui s'appuie sur des associations d'envergure ayant des ressources humaines et matérielles nécessaires à la mobilisation communautaire dans la lutte contre le sida. Il faut citer le travail remarquable sur le terrain des associations Londo Lolo à Sédhiou, Kewo à Kédougou, Fossiri Action à Pété, Arc à Richard Toll et EGAD à Diourbel. Dans le but d'harmoniser ces interventions avec celles des acteurs sur le terrain, l'ANSS est représentée par des points focaux régionaux qui travaillent en étroite collaboration avec les coordonnateurs de CTR, conseils techniques et régionaux. Surtout un travail d'accompagnement. Nous participons à l'élaboration des rapports, mais également nous jouons le rôle d'alerte et d'avant-garde. Par exemple, parfois il peut arriver que des indicateurs prévus pour le trimestre ne soient pas atteints ou bien qu'en mi-trimestre on se rend compte qu'on a accusé un retard et là le point focal doit alerter. Nous sommes aussi dans la coordination. Nous assistons et nous participons même aux réunions du CTR, c'est le comité technique restreint. Le comité technique restreint que j'ai l'honneur de coordonner travaille beaucoup avec l'ANSS dans le cadre du Fonds mondial et un pool de partenaires également qui sont des partenaires de l'ANSS travaillent avec nous dans le cadre de la coordination des activités. Pour mieux vulgariser ses interventions et celles de ses partenaires, l'ANSS travaille avec un réseau radio communautaire. Ce partenariat vise à ce que les radios abordent le VIH-Sida comme une question de développement qui interpelle toute la communauté, mais également à ce qu'elles aient leur propre plan d'action, une manière de s'impliquer réellement dans la lutte en tant qu'acteurs. L'ANSS mène des renforcements de capacités à l'intention des animateurs et journalistes des radios communautaires en vue d'un meilleur traitement de l'information sur le VIH. L'Alliance nationale contre le sida au Sénégal se soucie de la qualité de ses interventions, d'où la mise en place des procédures administratives et financières efficientes et efficaces dans la mise en œuvre des interventions, ce qui lui a permis d'obtenir sa certification ISO 9001 version 2008 en 2014. Cette distinction permet de formaliser toutes les activités et de les maîtriser avec des objectifs clairement définis et mesurables afin de pérenniser l'organisation. L'ANSS vient d'être la première organisation de la société civile qui a été certifiée ISO 9001. Avoir une certification est une chose, mais pouvoir la maintenir est un autre défi. Et par rapport à ça, au niveau de l'ANSS, on a mis en place une équipe qualité composée d'un responsable qualité, d'un auditeur qualité, mais également des pilotes de processus qui vont nous pousser à respecter nos procédures qualité. Nous devons vérifier et maintenir la satisfaction de nos clients. Et quand je parle de clients, c'est tous nos partenaires, que ce soit des partenaires qui nous appuient pour la réalisation de nos programmes, mais également des partenaires qui sont bénéficiaires de nos programmes. Une bonne planification des programmes et une maîtrise de la qualité des interventions sont des facteurs essentiels qui permettront à l'ANSS d'affirmer durablement sa réputation auprès des communautés, des populations cibles, des récipiendaires, des partenaires,
des bailleurs et autres partenaires qui deviennent de plus en plus exigeants. Aujourd'hui, l'Alliance nationale contre le sida se fixe de nouveaux défis dans le but d'améliorer la réponse nationale. L'ANSES a même initié la taxe sida qui nous permettrait en tout cas de pouvoir générer des ressources qui permettraient de pérenniser les interventions de la société civile en matière de lutte contre le sida, mais surtout sur les questions qui sont relatives au programme de santé. Les défis globalement qui se posent à l'ANSES et se posent aussi pour l'ensemble des acteurs de la société civile impliqués dans la réponse au VIH s'expriment surtout en termes de raréfaction des ressources financières, mais également de retrait de plus en plus des partenaires. Alors que nous devons maintenir les programmes parce que tout simplement les populations en ont besoin. Nous pensons que la meilleure manière de relever ce défi lié à la raréfaction des besoins, c'est pouvoir développer des stratégies innovantes et qui permettent la mobilisation de ressources locales. L'autre défi qui se pose à nous, c'est surtout les questions de stigmatisation et de discrimination auxquelles sont victimes les personnes vivant avec le VIH, les orphelins et enfants vulnérables, mais également les populations clés. Vous savez que si l'environnement n'est pas trop favorable, il serait très difficile de poursuivre les activités et il serait très difficile de pouvoir également éviter le nombre de nouveaux cas d'infection. Et enfin, l'autre défi qui se pose à nous et qui est un défi vraiment qui nous interpelle tous, c'est comment arriver à positionner la santé comme étant une priorité au niveau de l'agenda post-2015. Donc nous devons tous nous mobiliser pour positionner la santé comme étant un objectif prioritaire dans l'agenda post-2015. Le Sénégal, en bonne voie dans la lutte contre la pandémie du sida, n'entend pas baisser les bras. Grâce à une synergie des interventions entre le secteur public et la société civile, appuyée par l'État et les partenaires techniques et financiers, il y a lieu d'espérer. Espérer un meilleur accès à la prévention, aux soins et aux traitements. Espérer aussi un meilleur environnement favorable.